gratuitement sur carrefour.fr. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Deuxième partie de notre enquête ce matin avec cette question. Les Gilets jaunes doivent-ils continuer à manifester à la veille de ce samedi, Véronique Jacquier? Eh bien, c'est oui du côté des auditeurs de Sud Radio sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui à 61%. On les invite évidemment à faire le 0800 26 300 300 pour être avec nous. Je vous livre les deux derniers commentaires. Eric nous dit question à 1000 € pour obtenir quoi? Un RIC qui ne servirait qu'à des minorités, des sous à court terme que le gouvernement n'a pas. Le mouvement initial était justifié, mais il est quand même bien infiltré maintenant par la France insoumise et c'est dommage. Et puis Paladinette nous dit je vais voter aux européennes. Cependant, il semble que ça ne fera pas changer la direction de ce gouvernement. Que faire pour qu'il nous écoute enfin? Alors voilà, le débat continuait pendant la pause entre Coralie Dubost, qui est députée membre de La République En Marche de l'Hérault, entre François-Bernard Huyghe, qui est directeur de recherche à l'IRIS et auteur du livre Dans la tête des Gilets jaunes. Et puis il y a aussi Aurélie avec nous, qui est assistante sociale du travail et qui est gilet jaune. Et on a une réaction au standard avec Eric qui nous appelle de Béziers. Bonjour Eric. Bonjour Sud Radio. Bonjour, merci d'être avec nous. Voilà. Oui, justement, je vous écoutais ce matin et je voulais m'adresser justement à Madame la députée de l'Hérault. Oui. Car Coralie Dubost. Il y a quelques instants, elle parlait des événements, justement, des manifestations de Montpellier ce week-end, en disant qu'il n'y avait eu aucune violence, que tout s'était très très bien passé. Eh bien, désolé pour cette dame, on s'aperçoit qu'elle s'intéresse pas trop à l'actualité, justement. Non, mais au contraire, elle disait le contraire. Elle disait le contraire. Je disais l'inverse. Je dis qu'il y avait eu de la violence de façon très récurrente à Montpellier, qu'on avait eu un samedi plus calme que les autres, qui était de nature exceptionnelle. Non. Vous avez dit qu'il s'était rien passé ce samedi, madame. Qui est beaucoup plus calme que les précédents. Vous avez eu tout le matériel urbain dégradé, des commerçants directement attaqués de façon beaucoup plus prononcée. Alors j'aimerais revenir et vous informer un peu à ce qui s'est passé justement samedi à Montpellier, au niveau de la gare de Montpellier, là où j'étais présent. Il y a eu du gazage massif comme jamais ça s'était passé à Montpellier. Ensuite, il y a eu énormément d'arrestations. Il y a eu aussi des gazages au niveau de la préfecture. Sans oublier, et que vous devez être au courant madame, c'est que quand le cortège Gilets jaunes a remonté l'avenue Gambetta à Montpellier pour se diriger vers la préfecture, une voiture de gendarmerie, gyrophare allumé, a foncé dans la foule, à ce moment-là bien précis. Il y avait au moins 1000 ou 2000 personnes, et la voiture de gendarmerie, peut-être, alors je ne mets pas en cause la gendarmerie ou autre, peut-être qu'il s'est passé des choses que j'ai pas vues. Voilà, mais oui, effectivement, le véhicule de gendarmerie a mis le gyrophare, il y avait un seul gendarme à l'intérieur, dans un kangou bleu, je ne sais pas si vous mesurez ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire qu'un camion de gendarmerie a délibérément foncé sur des manifestants sur le cours Gambetta, qui est l'un des plus grands cours de Montpellier. Je suis désolée, monsieur, mais je n'y crois pas. J'échange quand même régulièrement avec l'ensemble des compagnies de gendarmerie et le préfet. Et je veux bien entendre qu'il y ait des difficultés parfois dans les compréhensions. Mais le samedi précédent était l'un des seuls. Eric, ne parlez pas tous les deux en même temps. On vous entend pas, on vous comprend pas. Et en plus, c'est un débat. Non, mais c'est un débat qui ne peut pas aboutir. Vous nous dites des choses. Je pense que si c'était si grave que ça, la presse l'aurait relayé. On n'en a pas entendu parler. À Sud Radio, on a quand même de bons relais, on a de bons reporters. Donc bon, voilà. Est-ce que vous y étiez, Eric? Vous étiez sur place? Vous êtes un gilet jaune? Oui, je suis gilet jaune et j'étais sur place, madame. Et je vous le garantis, et je suis prêt à témoigner, je suis prêt à laisser à l'antenne, après à l'antenne. Alors, expliquez-nous, Eric, c'est intéressant. Attendez, on ne va pas partir sur ce débat. Eric, on ne va pas partir sur ce débat. Vous êtes gilet jaune, expliquez-nous pourquoi vous allez continuer à vous mobiliser en nous faisant part justement de tant de violence à Montpellier. Ben, voilà. Pourquoi je vais continuer, madame? Je vais vous expliquer. Quand je vois ce qui s'est passé actuellement à Paris ce week-end, quand M. Castaner donne des fausses informations, quand je vois le niveau de violence qu'a atteint les deux côtés, je dis bien les côtés, certains gilets jaunes, mais pas tous, attention, mais au venu aussi des forces de l'ordre, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et j'ai discuté même sur la place de la Comédie avec certains de la gendarmerie mobile. J'étais ancien militaire, voilà. Et je peux vous garantir que j'ai l'impression que les forces de l'ordre, même eux, ont atteint un niveau de violence qui n'avait jamais été atteint. Tout à fait, mais qu'est-ce qui justifie, François-Bernard Huyghe, vous appelez un niveau de violence? Qu'est-ce qui justifie que vous continuiez à vous mobiliser? Oui, déjà. Reste avec nous, des Eric. tas de vidéos qui montrent des gens frappés au sol. Bon, on peut pas nier ce niveau de violence. Si c'est du maintien, il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Il faut quand même clarifier les choses. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Entendons-nous sur la définition du mot violence. Crever un œil, c'est violent. Non, attendez, il y a deux choses. Il y a le maintien de l'ordre
qu'il y ait de la violence légitime. Quand quelqu'un veut... Si, madame, quand quelqu'un veut porter atteinte... Oui, quand quelqu'un veut faire... Quand quelqu'un veut porter atteinte à l'ordre public en enfreignant des lois républicaines, c'est du maintien de l'ordre et c'est de la violence légitime. Le discours du général Galifet. Quand il n'y a pas de débordement, effectivement, il ne doit pas y avoir de violence. Cela étant, s'il y a eu des débordements dans les actes policiers, vous le savez, Christophe Castaner en a déjà parlé, il y a des enquêtes et on verra ce qu'il en ressort. Pour tout le reste, et je suis désolée, quand on met le feu à un chantier, quand on caillasse un commerçant, quand on vient brûler du matériel urbain, quand on s'attaque à la gare, moi je trouve normal que les forces de l'ordre répondent. Quand on s'en prend à eux, il y a quand même des gens qui vont leur dire « Suicidez-vous, je vais vous crever et je vais crever votre famille » et on leur jette des cailloux à la figure, des boules de pétanque. C'est pas normal. Au-delà de la violence, je reviendrai moi avec ma vision de la violence. Pour revenir sur le grand débat, la prime d'activité, etc. Écoutez, moi je suis assistante sociale, je sais très bien que la prime d'activité, de toute façon, elle devait être augmentée, que si vous augmentez la prime d'activité, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde va l'avoir. C'est quand même pas une énorme partie de la population qui bénéficie de la prime d'activité. Ensuite, la prime d'activité peut vous faire ensuite passer un niveau de ressources qui va vous faire baisser les APL. Donc non, ça n'a pas été Byzance d'avoir relevé un petit peu la prime d'activité. Moi, dans mon travail, je vois des gens qui vivent avec 2 salaires, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir avec 2 salaires. Je ne trouve pas que le gouvernement ait donné des réponses aux gilets jaunes qui ne demandent pas la lune, ils demandent une justice fiscale, une justice sociale, prendre en main leur destin et avoir une vraie action. Alors Aurélie, cela dit, le président de la République lors de la conférence de presse a parlé du sujet du reste à vivre. Oui. Voilà, le gouvernement, ils sont pas fous quand même, ils savent bien que c'est un sujet, que c'est un problème. On le sait qu'il y a des gilets jaunes. La solution, le président l'a dit. Alors je vais pas me faire macroniste, mais il a dit on va lancer une réflexion dans les mois qui viennent. Ils n'ont pas la solution pendant ce temps. Mais la France a 2300 milliards de dettes, il y a pas de solution. Non mais la dette, c'est parce qu'on veut bien avoir de la dette et sous prétexte de la dette, on fait passer n'importe quoi. Ne criez pas, il y a la dette. Ne réclamez pas, il y a la dette. Mais je vous invite la dette, vraiment c'est un beau prétexte. À regarder concrètement les chiffres de l'État et le budget mais les chiffres, vous les faites parler et la comme répartition d'ailleurs, tout ce qui a été attribué, en tout cas dans nos votes, tout ce qui a été attribué justement, tout ce qui a été fléché dans le budget d'État pour aller à la solidarité. Ce sont les parties qui ont été le plus augmentées avec notamment la justice qui était délaissée. On est en train de passer tout le temps d'un niveau à l'autre. Alors il y a un niveau de revendication sociale et économique des Gilets jaunes, ça c'est une affaire de transfert, la dette, où prend-on les sous, etc. C'est un problème qui à certains égards est technique, mais qui répond à une souffrance tout à fait réelle. Mais il y a 2 autres aspects qu'on oublie complètement en parlant que technique et transfert budgétaire. C'est d'une part, il y a une demande politique des Gilets jaunes. Et cette demande politique, c'est celle du référendum d'initiative citoyenne que tout le monde traite avec beaucoup de rire et d'ironie, bien que ça marche dans un certain nombre de pays. Ça veut dire qu'une partie de la population périphérique malheureuse est en rupture totale avec ses représentants, qu'il s'agisse de ses représentants politiques, des élites économiques, ou même des médias vis-à-vis de qui il y a une très grande méfiance. Et puis, il y a aussi un autre élément. Il me semble que cette lutte a pris une dimension symbolique, c'est-à-dire le sentiment des Gilets jaunes qui sont, d'une part, humiliés par les propos du président de la République, d'autre part, humiliés par quand même ces coups de matraque, ces flashballs dans les yeux, etc. Mais ça reste dans les esprits. Une certaine somme de violence, même si elle se présente comme défensive. Et là, il y a un affrontement symbolique avec le sentiment d'être le peuple humilié. C'est un thème que vous entendez beaucoup dans les manifestations. Restez avec nous, Coralie Dubos. Vous aurez l'occasion de répondre, bien entendu. Il est 9h27. Restez avec nous. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300 et de commenter sur les réseaux sociaux. Donnez votre avis, vos commentaires. Et Véronique Jacquier se fera un plaisir de vous lire à l'antenne. Oui. Il est 9h27. Radio.fr. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h29, merci d'être avec nous. Un débat qui continue hors antenne, bien sûr, sur cette question. Ce matin, faut-il que les Gilets jaunes continuent de manifester? Visiblement, c'est oui, je crois, Véronique Jacquier. C'est toujours oui, c'est même le oui qui monte. On était à 60%, maintenant on est à 62% et ça vote beaucoup, beaucoup. Alors évidemment, il y a autour de la table toujours Coralie Dubost, qui est députée membre de La République En Marche de l'Hérault et qui ferraille contre François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS, auteur du livre Dans la tête des Gilets jaunes.
jaunes. C'est publié aux éditions VA Presse. Et puis elle fait rail aussi contre Aurélie, qui vient d'Argenteuil dans le 95, qui est gilet jaune et qui est assistante sociale du travail. Alors je vous lis 2 derniers commentaires. Sans violence, nous devons continuer. Pour être efficace, nous devons nous en prendre à l'économie. C'est le seul moyen qui fera bouger ce pouvoir qui est le représentant de la finance. Et puis, autre message, celui de Paul qui nous dit que pour être efficace, il faut surtout maintenant voter aux européennes et voter contre Emmanuel Macron. Alors ça veut dire quoi quand Joël, dans son message, nous dit nous en prendre à l'économie? Vous êtes d'accord, vous, Aurélie? En plus des manifestations, mais l'économie pâtit quand même du mouvement des Gilets jaunes depuis 5 mois. C'est le principe de la grève. Moi, je trouve que les commerçants sont héroïques de ne pas plus péter les plombs. Véronique, Coralie Dubos voulait répondre justement à ce qui a été dit tout à l'heure, avant que si vous permettez. Je vous remercie. Oui, non, simplement sur ce que vous évoquiez et qui est juste les personnes qui n'arrivent pas à tenir les fins de mois, qui sont sur 2 salaires pour pouvoir y arriver, toutes ces personnes qui sont dans une difficulté concrète tout en travaillant. Effectivement, ça c'est une situation moi j'ai rencontré, et d'ailleurs pas que parmi les gilets jaunes, j'en reçois à ma permanence des personnes dans cette situation. Généralement, il y a toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, un droit qui n'avait pas été accédé. Parce que les minimums sociaux, ils sont faits aujourd'hui pour que justement vous n'ayez pas à avoir 2 métiers en même temps. Normalement, vous ne devez pas avoir 2 métiers en même temps. Vous devez pouvoir vivre dignement avec un salaire, et si le salaire n'est pas suffisant, avec des accompagnements sociaux qui ont tous été relevés. Sur le RIC, ce que vous disiez... Vous vous adressez à François-Bernard Lévy, hein ? Sur le RIC, c'est extrêmement démago. Mais je comprends, vous êtes gilet jaune, vous dites ce que vous pensez en tant que gilet jaune. Mais vous êtes surtout gilet jaune, vous êtes dans les manifestations, vous tenez exactement les mêmes propos. Donc je comprends que vous le défendiez, mais pour autant, en étant présent dans les grands débats sur le territoire, c'était en réalité très peu réclamé. Quand on débattait avec les gens, ce qu'ils réclamaient, par contre, ils veulent pas un RIC toutes les semaines, hors de question, même pas une fois par mois. En revanche, ils veulent être associés plus précisément à la construction sur les textes et les décisions en matière d'action publique en général. C'est pour ça qu'il y avait le CESE qui va être refondu, transformé en conseil citoyen, avec des personnes qui sont tirées au sort, qui vont faire des propositions. Alors là, on va commencer en matière écologique, mais il y aura d'autres sujets sur lesquels ils vont pouvoir être investis et être justement porteurs de propositions qui ensuite soit iront au Parlement, pour être soumis au vote, cela dit, soit par référendum. Non mais attendez, ça aussi c'est démagogique, parce qu'être représenté par 150 personnes, un corps électoral de 45 millions d'électeurs, enfin moi personnellement... ce ne sera pas la seule chambre, mais c'est l'une des chambres qui pourra se prononcer sur des questions de société. Et moi je trouve ça très intéressant. Vous savez, et en matière écologique, je le vois tous les jours aussi sur ma circonscription, il y a beaucoup d'initiatives dans la société civile qui sont pertinentes, il y a des gens très engagés, et je pense qu'il y aura des propositions très intéressantes qui émergeront. Par ailleurs, il existe déjà le référendum d'initiative partagée dans la Constitution, qui n'a pas été suffisamment mise en œuvre, qui nécessite 4,5 millions de personnes, et on estime que c'est beaucoup. Le président de la République a décidé de l'abaisser à 1 million, et là ça devient réaliste, et je trouve que ça c'est intéressant justement en termes de co-construction. Donc des réponses, il y en a, mais des réponses qui sont durables, qui permettent surtout de construire. Vous savez, l'important dans une décision politique, c'est pas de dire juste oui ou de dire non, c'est qu'est-ce que vous construisez comme question à poser, et qu'est-ce que vous construisez comme phrase pour changer la société de demain. Et c'est là où on implique le citoyen. Ça marche très bien en Suisse, à très petits coûts, ou dans d'autres pays. Le référendum d'initiative partagée, c'est une procédure lourde. On va voir peut-être à l'occasion de la lutte contre la privatisation de l'aéroport si ça fonctionne. Cela dit, François-Bernard Lévy, le RIC, c'est pas l'alpha et l'oméga. D'abord. Non, attendez, en Suisse, la plupart des scrutins très peu suivi. Est-ce que vous êtes contre la démocratie représentative? Parce que si vous voulez passer le RIC sur chacune des décisions qui ont été prises entre le gouvernement et les parlementaires, à ce moment-là, assumez votre propos qui est de supprimer la démocratie représentative, et on sera fondamentalement en désaccord. Moi, je suis pour une démocratie qui est délibérative, qui est construite avec une démocratie représentative et l'association du citoyen. Dans une démocratie représentative, tout le monde parle. Non, vous n'avez pas répondu à la question, mais il me semble que vous êtes contre la démocratie représentative. Non, pas Rousseau, c'est beaucoup plus récent que ça. Mais si, la démocratie directe, ça remonte à Rousseau. Mais non, ça remonte même à Athènes, si vous voulez comparer la question. Ce qui est intéressant derrière cette histoire de la demande du RIC, c'est qu'elle est émergée assez vite, elle a très bien traité, elle est un symptôme d'un rapport entre une partie de la France périphériques qui sont totalement exclus du mouvement économique, du mouvement social et surtout de la représentation politique. Je veux dire, il y a un décalage sociologique. Honnêtement, vous vous trompez. Attendez, on ne va pas faire le débat sur le RIC. On va prendre un joueur qui a fait 0826 360. On va 0826 300 300. On est avec une autre Coralie qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Coralie.
Bonjour à tous. Excusez-moi pour ma voix enrouée ce matin, mais voilà. C'est très agréable. Ne bougez pas, restez avec nous. Allez-y, je vous écoute. Alors voilà, donc bonjour à tous. Bonjour Coralie. Intervenir auprès de Madame la députée quand elle annonce, quand elle dit Monsieur Macron a mis en place pour les familles monoparentales, surtout pour les femmes, qu'on va pouvoir rechercher le papa pour qu'il puisse payer une pension alimentaire. Sauf que ça existe déjà depuis des années. Quand on s'inscrit à la CAF, quand on divorce, quand on se sépare... Alors Coralie, je vous arrête parce que oui, ça existe, mais la mesure n'était pas efficace. Et maintenant, elle va être efficace. Oui, voilà. bonjour Coralie. C'est une autre Coralie. C'est une autre Coralie. Ravi. C'était pas celle-là la mesure. Je vous donne juste la mesure, comme ça vous pouvez donner votre avis dessus. La mesure, c'est lorsque le papa ne paye pas la pension alimentaire, que la CAF n'ait pas besoin d'avoir une procédure en justice pour verser la pension alimentaire auprès du papa, mais qu'elle le fasse directement et qu'elle ait des prérogatives de puissance publique pour le faire. Donc c'est que ça devienne automatique. Une saisie sur salaire. Ce sont des saisies directement, ce qui fait que la maman peut toucher directement la pension qui n'est pas payée par le papa et que la CAF peut se rembourser tout de suite. Et s'il n'y a pas de salaire, salaire, pas besoin de passer par un juge pour ça. Oui, sauf que ça existait déjà, ça. Non, mais alors attendez, on va pas faire non plus le débat sur les pensions alimentaires. Oui, Coralie, ça existait déjà. Oui, ça a été mis en place en 2014, mais c'était très difficilement applicable. Oui, parce que maintenant, avec une saisie sur salaire, on va faire la même chose qu'au Québec. Et enfin, ça devrait marcher. Coralie, vous êtes gilet jaune ? Alors non, je ne suis pas gilet jaune, mais je soutiens le mouvement. Alors une deuxième chose, Madame la députée, puisque vous avez toujours des solutions justement pour vous rencontrez des couples qui sont en difficulté. Quand vous avez un couple qui gagne 1 500 € par mois, tous les deux, donc au-dessus du SMIC, qui ont 2 enfants qui divorcent. Quand ils veulent se reloger tous les deux, parce qu'il faut savoir que quand on se sépare, qu'on ait la garde partagée ou pas partagée, il faut un logement décent, que ça vienne et pour le papa et pour la maman, pour qu'on puisse héberger ses enfants. Donc quand on a 2 enfants, on va viser sur un T3, voire un T4 pour avoir le luxe que le parent ait une chambre pour lui. Mais quand on voit le prix des logements, aujourd'hui... Non mais Coralie, je ne vais pas parler à la place de Madame la députée. Non, mais on ne peut pas faire le débat là-dessus, parce qu'il faut nous parler de préoccupations personnelles, même si elles illustrent bien des situations. L'État ne peut pas tout. C'est ça qu'on peut lui répondre, Coralie Dubos. Il y a 2 choses. Effectivement, l'État ne fixe pas le prix des loyers, et ce n'est pas l'État qui loue les logements. Cela étant, Madame, l'an dernier, on a effectivement passé une grande loi sur le logement pour faire baisser le prix des loyers, répartir les APL et qu'elles bénéficient plus prioritairement justement aux familles monoparentales, parce qu'on sait la complexité, on sait la difficulté. Donc il y a des grands plans qui ont été pris l'an dernier qui sont en train d'être mis en œuvre et qui, je l'espère, devraient produire les effets le plus rapidement possible, parce que vous avez raison, tout le monde en couple ou séparé doit avoir droit à un logement décent. Alors merci Coralie. Merci Aurélie, beaucoup, vous voulez ajouter quelque chose? Vous êtes gilet jaune. Oui, je pense qu'il y a une méconnaissance vraiment du quotidien des gens et de la réalité des aides sociales, par exemple. Parce que tout à l'heure, vous parliez effectivement des aides sociales pour compléter un revenu qui ne serait pas suffisant. Mais dès qu'on est travailleur et dès qu'on a un certain revenu, même au SMIC, les aides sociales sont supprimées. Il y a des effets de seuil très rapidement qui font que les gens qui travaillent sont exemptés, sont hors des cadres pour recevoir des aides. Et c'est comme l'histoire de la pension alimentaire. Et à un moment, il faut revenir dans le réel. Il faut vivre dans la vie que vivent tous les gens tous les jours. Si le mari, il n'est pas retrouvable parce qu'il y en a qui prennent la poudre d'escampette, on fait comment? Et si le mari ne gagne rien du tout, on fait comment pour saisir sur salaire? On saisit sur quoi? Justement, c'est là où je vous dis que c'est une nouvelle mesure. Parce qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, la mesure qui existe, il faut que la CAF puisse retrouver le mari pour pouvoir aller prélever la pension sur le salaire. Et il faut qu'il y ait salaire. Dans cette nouvelle mesure, on n'a plus besoin d'aller faire une procédure pour retrouver, c'est automatique. Et il y a des systèmes qui sont créés par l'État pour pouvoir compenser directement, et qu'en tous les cas, la maman ne soit jamais en défaut, la maman ou le papa. On va se dire que la situation peut arriver dans l'autre sens. Mais que ce soit jamais en défaut. Quand on vous écoute, on comprend bien que la fracture, elle est dans une incompréhension avec la quotidienneté de certains qui n'ont
voilà, plus grand chose pour finir le mois, c'est-à-dire malgré les 6 mois de crise des Gilets jaunes, malgré les 18 milliards quand même qu'Emmanuel Macron met sur la table, il y a toujours cette prégnance de on s'en sort pas. Et ça, ça c'est un fait. Mais François-Bernard Huyghe, c'est quand même difficile de lutter contre ce fait qui date d'il y a quand même une bonne trentaine d'années maintenant. Alors, non, il est certain que l'État-providence français, qui prélève, je ne sais plus combien, 56% et redistribue 56% du PIB, s'en sort très très mal. Donc nous sommes dans un système extraordinairement bureaucratique, avec, je crois, la France est un pays généreux en termes de redistribution, et on a un maximum de gens qui disent on ne s'en sort pas. Donc effectivement, il y a un gros problème. Bon. Un des problèmes, il est bureaucratique, il est un des problèmes de complexité entre ces effets de seuil, ces aides qui sont conditionnées, etc. C'est très compliqué. Moi-même, je suis absolument incapable de remplir les papiers bureaucratiques qu'on me demande pour changer de compteur de gaz, etc. Donc là, il y a un véritable problème. Donc oui, il y a un besoin d'une immense simplification. Je me souviens dire que sous Hollande, on nous avait parlé du grand bing, le grand boom, le grand je sais plus quoi, de la simplification qui ne s'est pas produit. Il y a un problème dans nos rapports avec la bureaucratie. Non, mais pour vous, est-ce que ça justifie... J'en parle à mon aise. Mais François-Bernard Huyghe, est-ce que pour vous, ça justifie que les Gilets jaunes continuent à manifester? Alors, quand on continue à manifester, c'est qu'on a un but. Alors, d'une part, on voit bien que le grand débat et les mesures qui s'en sont suivies n'ont pas franchi ce seuil symbolique où les gens ont eu l'impression que ça y est, ils allaient commencer à s'en tirer, à pouvoir mettre à finir les fins de mois, en tout cas. Et à arriver à s'en tirer à peu près dans ces aides et à, pour prendre un exemple symbolique, emmener les enfants manger un hamburger de temps en temps toutes les semaines, quoi. Voilà. Ce seuil n'a pas été franchi. Peut-être à cause de la complexité de la procédure, etc. Et peut-être aussi. Mais alors, quel est le but là ? Quel est le but pour continuer à manifester ? Il y a un but, je dirais, de revendication sociale et politique. Quel est l'objectif ? Il y a un but politique. On est dans un état d'exaspération qui a été entretenu par le langage qui était tenu des côtés, par les violences des deux côtés, et qui est tel que maintenant il faut une relégitimation politique de ce gouvernement. Je ne suis pas sûr que les Européennes la lui donnent. Et en tout cas, on sent que le problème, il est là, face à des manifestants qui disent « Nous sommes le peuple, on ne nous écoute pas ». C'est ça que j'entends le plus. Eh bien, on a une réaction au standard de José Laure qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais un petit peu intervenir parce que déjà, je suis un peu sortie de mes gonds quand j'ai entendu Madame Coralie Dubosc qui dit que les violences policières sont légitimes. Alors, je suis désolée, moi, bientôt à l'aube de mes 58 ans, c'est la première fois pour mercredi que je suis sortie faire une manifestation pour le 1er mai. Et ben, j'y suis allée la boule au ventre. Et quand on a demandé à un moment de sortir de la manifestation, on voulait pas nous laisser sortir. Donc il fallait qu'on reste sur place, à se laisser gazer, à se laisser peut-être matraquer ou autre. Donc je trouve ça inadmissible. Quand on voit ce monsieur Castaner qui ment, mais au lieu d'attendre d'avoir vraiment les bonnes informations et qui dit n'importe quoi, mais c'est aberrant. Comment voulez-vous qu'on fasse confiance à un gouvernement pareil? Tout à fait. Je suis complètement révoltée. Et je tiens à saluer ma compatriote gilet jaune, Aurélie d'Argenteuil. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir parce que moi je suis du rond-point de Saint-Brice. Et je suis gilet jaune aussi. Et il n'y a aucune réponse apportée avec le grand débat de M. Macron. C'est vraiment de l'enfumage total. Donc vous dites on continue. Qu'est-ce que vous attendez, madame? Bien sûr qu'on continue. Quand on voit en plus qu'on a 60% de gens qui disent faut qu'ils continuent ce mouvement, bien sûr qu'on va continuer. Quelle est votre attente, madame? Bonjour. L'attente, c'est qu'il écoute les gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ce serait quoi, écouter, selon vous? Qu'il a plus chlorique déjà, comme ça on aura un peu plus de chlorique. Bon voilà, on va pas revenir sur ce débat. Donc ça c'est l'une des demandes de Gilets jaunes et pas du reste de la population en effet. Non honnêtement, vraiment je vous invite à aller baser sur le grand débat. Il n'y a plus les grands débats, mais il y aura d'autres réunions, vraiment aller discuter avec les gens hors Gilets jaunes. 1% de la population dont des retraités plutôt urbains et votant Macron. Merci pour votre appel. Merci Coralie Dubosc qui a bien fait railler contre François-Bernard Huyghe. Pour terminer,
Il y a un auditeur qui posait la question de bloquer l'économie. Alors non pas pénaliser les commerçants, mais bloquer les aéroports, la grande distribution, les péages d'autoroute. Ça, vous êtes pour, Aurélie, vous qui êtes gilet jaune? Ben oui, puisqu'on n'est pas entendu qu'on vient manifester, qu'effectivement il y a maintenant pour nous un danger à aller manifester, à se faire gazer, prendre des coups de matraque, etc. Donc déjà c'est peut-être plus sécurisant pour nous de fonctionner comme ça, mais ça doit être des actions complémentaires à la manifestation. Oui. Pardon, mais moi j'ai quand même un peu de mal à comprendre parce que j'entends d'une part, quand on demande aux Gilets jaunes finalement pourquoi ils vont encore aujourd'hui manifester, il n'y a rien de concret qui sort, si ce n'est on veut qu'ils partent. Parce que je vous ai entendu le dire au micro. Non, il faut qu'il abandonne Macron. Donc finalement, c'est une pure cause politique. On voit quand même que la fracture est consommée. On respecte même plus d'ailleurs le jeu des élections. On voit que et là, sans prendre à l'économie. Mais enfin, les gens, vous dites, c'est pas logique. Vous dites que vous voulez de la justice sociale, fiscale, que chacun puisse vivre dignement. Mais si on s'en prend à l'économie, mais l'emploi va disparaître. On a besoin, au contraire, que l'emploi soit mieux rémunéré. Il y a 73 000 personnes au chômage partiel et que ça coûte plus de 40 millions d'euros. Moi, je pense à toutes les personnes qui cherchent un travail depuis longtemps, leur dire qu'on va aller s'attaquer à des entreprises et peut-être leur empêcher de trouver de l'emploi demain en faisant fermer des structures, je trouve ça terrible. Je pense à tous les entrepreneurs qui œuvrent chaque jour et qui pensent à comment est-ce qu'ils vont pouvoir payer leurs salariés. Je trouve ça terrible. Je suis désolée. Merci, c'est ça l'objet de la manifestation. On pourrait faire ce débat encore très longtemps. Merci Coralie. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Et évidemment, merci François-Bernard Huyghe. On finit à 62% pour le oui. Les Gilets jaunes doivent continuer à manifester. Restez avec nous dans un instant. Nous serons avec Nicolas Lecossin qui nous parle de ce livre Les donneurs de leçons, pourquoi la France est en vrac. Et ben voilà, le débat continue, 9h47. Merci d'avoir participé à ce débat.